Bonjour, donc deuxième vidéo. Donc cette vidéo-là, je l'ai faite, ça tombe jamais au concours. Pourquoi est-ce que je l'ai faite? C'est parce que c'est la partie la plus compliquée du cours. Et vu que c'est compliqué, la plupart d'entre vous avez peut-être été découragés par le cours de chimie à cause justement de cette partie-là qui est extrêmement complexe, avec des intégrales, avec des fonctions d'onde, plein de trucs bizarres. Donc je vais essayer de clarifier un petit peu les choses, histoire que vous puissiez retenir quelques notions de mécanique quantique qui sont tout de même importantes, euh, et qui vont vous permettre, je pense, de peut-être mieux comprendre la suite. Donc je vous rappelle que ça tombe très rarement au concours. Depuis le début du concours de la PACES, dans toutes les annales que j'ai faites, il n'y a qu'une seule question qui est tombée sur cette partie-là du cours, et c'était une question sur le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc à propos du modèle quantique de l'atome, je vais d'abord revenir sur la notion de modèle. Un modèle, souvent, c'est un modèle théorique, et ce modèle théorique est associé à un modèle mathématique. Je vais m'expliquer en prenant deux exemples. Ici, le modèle de la mécanique newtonienne. On a bien dans la mécanique newtonienne un modèle théorique qui est l'existence de forces qui vont s'exercer sur les particules et qui vont être associées à de l'énergie qui va pouvoir s'échanger de manière continue. À ce modèle théorique, on associe un modèle mathématique qui permet de faire des calculs. Donc, avec la mécanique newtonienne, on vous a assez embêté avec ça en terminale, on pouvait calculer des trajectoires, tout ça. Ce qui est important, c'est qu'un modèle, c'est souvent construit comme ça. Un modèle, donc une théorie, et un modèle mathématique qui permet de faire des calculs dans le cadre de cette théorie. Autre exemple, l'électromagnétisme. La théorie, c'est qu'il y a existence de deux ondes perpendiculaires qui permettent de propager de l'énergie sans déplacement de matière. Et le modèle mathématique, en terminale, vous l'avez fait aussi, ça permet donc de faire des calculs de diffraction, etc. Donc, ce qu'il faut voir, pourquoi j'ai choisi ces deux modèles aussi, c'est parce que ces deux modèles, donc on va faire un petit peu d'histoire donc des modèles de l'atome. Ces deux modèles de la physique, ils sont extrêmement performants donc, dans leur domaine d'activité, et pendant très longtemps, on a cru que ces deux modèles-là, l'électromagnétisme et la mécanique newtonienne, ils suffisaient pour décrire l'ensemble du comportement de la matière. On va zoomer sur le modèle de la mécanique newtonienne. Pourquoi? Donc tout ça, c'est pas dans le cours de Madame Barbeau, hein. Je fais ça pour... En fait, là, j'essaye de vous faire le lien avec la terminale et le cours de Madame Barbeau, parce que c'est pas fait en PACES et vous n'avez pas forcément fait les liens. Si vous voulez retrouver tout ce que je dis, vous pouvez aller sur le site d'Uniciel, c'est là que je me suis renseigné. Donc, revenons sur la mécanique newtonienne. On va zoomer dessus, pourquoi? Parce que la mécanique newtonienne, c'est le modèle de la physique qui va avoir permis d'étudier les particules. Et notre atome, on l'a dit avant quand on a vu les nucléides, il est composé de neutrons, de protons, d'électrons. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des particules. Donc ça va être logique pour les physiciens de l'époque d'utiliser la mécanique newtonienne, de l'appliquer à toutes ces particules et de créer à partir de là un modèle pour l'atome. Donc qu'est-ce qu'il faut voir dans cette mécanique newtonienne? Deux choses. Donc ça permet d'étudier les particules et les échanges d'énergie dans la mécanique newtonienne, ils se font de manière continue. Donc petite illustration ici de continu contre discontinu. Continu, ça veut dire qu'on peut apporter un objet n'importe quelle valeur d'énergie, il n'existe pas de valeur d'énergie interdite. Typiquement, c'est le cas de votre voiture. Votre voiture, si vous respectez les limitations de vitesse, elle peut aller entre 0 et 130 km/h. C'est-à-dire que vous pouvez lui apporter l'énergie suffisante pour aller à 0, mais également pour aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 130 km/h. Et vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de vitesse, donc vous pouvez apporter n'importe quelle valeur d'énergie à votre voiture.
on voit bien que dans le cas d'un objet comme ça, il répond bien à la mécanique newtonienne et que l'énergie s'échange bien de manière continue. Si elle s'échangeait de manière discontinue, qu'est-ce qui se passerait? Donc en gros, vous essayerez d'apporter l'énergie à votre voiture, hein, vous apporterez l'énergie, mais l'énergie ne s'échangerait pas avec votre voiture si elle s'échangeait de manière discontinue. Donc par exemple, vous pourriez apporter l'énergie, il ne se passerait strictement rien au niveau de la voiture, puisque l'énergie s'échangerait de manière discontinue, elle ne l'accepterait juste pas. Et puis au bout d'un moment, vous atteigneriez un seuil, et la voiture, bim, elle partirait d'un seul coup à 10 km/h. Puis après, vous pourriez continuer d'apporter plein d'énergie, il se passerait toujours rien, jusqu'à ce que vous atteigniez un autre seuil d'énergie, et bim, la voiture, 20 km/h d'un seul coup. Donc, lorsque l'énergie s'échange de manière discontinue, c'est ce qui se passe, il y a seulement quelques valeurs précises d'énergie qui sont autorisées. On dit que les valeurs d'énergie sont quantifiées. Dans le cas de mécanique newtonienne, c'est des échanges d'énergie qui se font de manière continue. Donc voilà pour ces petits rappels que vous avez vus normalement en terminale. À partir de maintenant, je vais essayer d'aller plus lentement. À partir de maintenant, c'est des choses qui sont dites dans le cours de PACES, de chimie, à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Donc, on nous parle dans un cours sur l'atome d'effets photoélectriques. Allez savoir pourquoi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. L'effet photoélectrique, c'est ça. On a un atome, on lui envoie une radiation lumineuse qui est symbolisée par un petit truc qui oscille avec marqué H nu. Et si cette radiation lumineuse, elle a assez d'énergie, elle va arracher un électron à l'atome. Qu'est-ce qu'il se passe si un électron est arraché à l'atome? Si un électron est arraché à l'atome, il va y avoir des électrons libres entre les atomes, et ce qui va se passer finalement, c'est qu'on va observer un courant électrique. Donc, on va voir si vous avez bien compris ce que j'ai dit sur la mécanique newtonienne. Quels sont les résultats attendus dans le cadre de la mécanique newtonienne? Le résultat attendu, c'est que le courant électrique que l'on observe soit proportionnel à l'intensité de l'onde incidente. Pourquoi? Imaginons que l'on augmente l'intensité, c'est la situation qui est représentée ici. Si on augmente l'intensité, alors il y aura beaucoup plus d'ondes. S'il y a beaucoup plus d'ondes, on pourrait se retrouver à un moment dans cette situation où on va avoir 3 ondes en même temps qui vont transmettre de l'énergie à l'électron. Si vous voulez, c'est le modèle où vous poussez une voiture. Si vous poussez une voiture tout seul, vous risquez de ne pas réussir à la faire avancer. Par contre, si vous vous mettez à 3, vous risquez de réussir. Parce que l'énergie s'échange de manière continue. L'énergie de 3 personnes peut être apportée de façon continue à la voiture. Et bah, pas de bol. Pour l'atome, c'est pas ce qui va se passer. On va observer un effet photoélectrique. Qu'est-ce que c'est cet effet photoélectrique? C'est que par exemple, une lumière bleue ne va pas pouvoir générer de courant, va pouvoir générer un courant, pardon, et une lumière rouge, par exemple, ne va pas le pouvoir. Donc ça, c'est embêtant. Pourquoi? Donc, déjà, on va expliquer qu'est-ce qui ne se passe pas. La lumière rouge, même si on prend une lumière extrêmement intense, elle ne sera jamais capable d'arracher un électron à l'atome et de générer ce courant électrique que l'on cherche. Pourtant, la lumière bleue va pouvoir le faire instantanément. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure de cet effet photoélectrique? C'est que, au niveau des interactions entre un atome et une onde lumineuse, l'énergie ne s'échange pas de manière continue. Et ça, la physique ne peut pas l'expliquer. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le cours de Madame Barbeau? On démontre que un modèle théorique était totalement faux. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est construire le nouveau modèle théorique et ensuite construire le modèle mathématique qui nous permet aujourd'hui de faire des calculs
sur les atomes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette expérience menée par Einstein de l'effet photoélectrique, elle va bouleverser la physique. Donc la physique n'est pas capable d'expliquer avec assez de précision le comportement donc, des atomes, et il va être nécessaire donc, de bâtir un nouveau modèle théorique plus représentatif des données de l'expérience et lui associer un nouveau modèle mathématique qui va être acceptable. Donc les infos données par cette expérience sur l'effet photoélectrique, c'est tout d'abord la quantification de l'énergie de l'électron. Donc ça veut tout simplement dire que l'électron, il n'accepte que certaines valeurs d'énergie et les autres valeurs d'énergie sont impossibles pour l'électron. Deuxième info, on voit que la lumière, elle ne s'est pas comportée spécialement comme une onde, mais plutôt comme une particule qui serait venue choquer l'électron. Donc un petit peu comme si vous aviez lancé plein de petites boules de pétanque sur l'électron. Donc la lumière, dans ce cas-là, elle s'est comportée comme une particule. Et ça, c'est surprenant, parce que jusqu'alors, on considérait la lumière uniquement comme une onde. Donc, Einstein va postuler une dualité onde-corpuscule de la lumière. Donc on va postuler que la lumière, c'est une onde, mais que c'est également une particule. Donc, quelqu'un qui s'appelle de Broglie va faire une analogie à cette dualité onde-corpuscule de la lumière. Il va dire si la lumière est à la fois une onde et une particule, pourquoi est-ce que tous les objets physiques ne seraient pas à la fois une onde et une particule? Donc, ce qu'il dit, ce monsieur de Broglie, c'est que finalement, tout est une onde et une particule. Il dit qu'un ballon de foot, c'est à la fois une onde et une particule. Il dit que votre voiture, c'est à la fois une onde et une particule. Il dit que vous-même, vous êtes à la fois une onde et une particule. Ce qui change, c'est que vous êtes plus ou moins une onde et une particule. Par exemple, le ballon de foot, c'est beaucoup une particule et très peu une onde. L'électron, en revanche, c'est à la fois une onde et une particule et il n'y a pas une caractéristique dominante. Donc on ne peut pas négliger le caractère ondulatoire de l'électron et c'est ce qui posait problème aux physiciens pour décrire l'atome. Donc une conséquence du fait que les objets soient à la fois des ondes et des particules, c'est l'incertitude de Heisenberg. C'est-à-dire qu'une particule quantique, on ne va pas être en mesure de prédire à la fois sa position et à la fois sa quantité de mouvement. Donc, il est impossible donc, de donner une position précise à une particule quantique si l'on tient compte de son caractère ondulatoire. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Maintenant qu'on a notre théorie, on va construire un modèle mathématique. Donc la théorie de M. de Broglie, c'est que les objets sont à la fois des ondes et des particules. Quelles vont être les conditions pour que notre modèle mathématique soit acceptable? Il va falloir prendre en compte le caractère particulier de l'objet. En effet, c'est une onde, mais c'est aussi une particule. Si c'est une particule, il y a des forces qui s'exercent sur lui. Donc notre modèle théorique doit prendre en compte les forces qui s'exercent sur l'objet. Deuxième chose que devra prendre en compte notre modèle mathématique, il devra prendre en compte le fait que l'objet que l'on étudie est aussi une onde. Donc, il doit tenir compte de l'impossibilité de lui donner une position précise. Dernière chose qui doit être prise en compte dans notre modèle théorique, c'est que dans notre modèle mathématique, c'est que ces particules quantiques ne pourront pas avoir n'importe quelle valeur d'énergie. Elles ont des niveaux d'énergie qui sont quantifiés. Maintenant, étudions l'équation fondamentale en mécanique quantique, qui est l'équation de Schrödinger. C'est h fois psi, la fonction d'onde, est égale à e fois psi. Voyons si ce modèle théorique répond
si ce modèle mathématique répond bien à nos conditions. H, c'est l'opérateur hamiltonien. Il contient des termes d'énergie cinétique et potentielle. Donc dans cette équation-là, on prend bien en compte le caractère donc, particulière de notre objet, puisque on prend en compte les forces qui s'exercent sur lui. Psi, c'est la fonction d'onde, c'est-à-dire la fonction qui, lorsqu'on la met au carré, donne la probabilité de trouver l'endroit, l'électron à un endroit. Ce qui est important, c'est que ça donne la probabilité. Probabilité, donc, ça ne fournit pas de localisation précise. Puisqu'on ne fournit pas de localisation précise, on est bien en accord avec le principe d'intercitude de Heisenberg, et on respecte bien donc la deuxième condition. Ce modèle prend en compte le caractère ondulatoire de la particule. Dernière chose de ce modèle, on voit E, donc l'énergie, va être associée à une fonction d'onde. Et la subtilité, elle est là, c'est que toutes les fonctions d'onde ne sont pas solutions de cette équation. Il y a seulement certaines fonctions d'onde qui sont solutions de l'équation, et donc, puisqu'il y a un niveau d'énergie associé à ces fonctions d'onde, il y a seulement certains niveaux d'énergie qui sont possibles pour une particule quantique dans le cadre de ce modèle mathématique. Et bim, là, on a un modèle mathématique acceptable, puisqu'il respecte toutes les conditions qui dérivent de l'expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Dernière conséquence, dans ce modèle-là, pour que le modèle soit acceptable, il faut répondre à cette relation-là. Donc c'est la seule intégrale du cours. Il ne faut pas savoir l'utiliser, il faut juste savoir ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle dit cette intégrale-là? Elle dit que la somme des probabilités de présence de l'électron à un endroit, dans un volume infini, elle est égale à 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on cherche l'électron dans un volume infini, alors la chance de le trouver est égale à 1. Donc on est sûr de l'avoir trouvé si on cherche dans un volume infini. Et c'est logique, pourquoi? Parce que l'électron, on sait qu'il existe, on sait qu'il est là. Donc si on cherche partout, c'est qu'on a cherché dans un volume infini. Et si on a cherché partout, on est sûr de le trouver. Donc cette intégrale est juste à comprendre. Je pense qu'elle pourrait quand même tomber au concours en question de cours, vu qu'il y a déjà eu une question sur l'incertitude d'Heisenberg. En plus, cette intégrale, elle est encadrée dans le cours, donc on ne sait jamais. Donc, finalement, pour l'atome, comment est-ce qu'on va faire pour décrire le comportement du nuage électronique? Eh bien, on va devoir utiliser cette mécanique quantique. Dans l'opérateur hamiltonien, on va mettre donc l'énergie potentielle, c'est l'attraction du noyau. Et on va résoudre cette équation pour l'atome. Les solutions de cette équation, il y en aura une infinité. Et elles seront appelées orbitales atomiques. Et c'est le sujet de ma prochaine vidéo. J'espère avoir pu clarifier les notions qui ont été vues dans le cours de Madame Barbeau. De toute façon, si vous n'avez pas trop compris cette partie-là du cours, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, ça tombe presque jamais au concours, donc je vous rassure. Si vous avez compris, bah, c'est bien, ça vous fera de la culture générale, et puis je pense que ça rend le cours plus facile à assimiler. On est moins découragé en le relisant que quand on relit un truc, on se dit oh là, qu'est-ce que c'est que ça, et qu'on comprend rien de ce qu'on lit, c'est plutôt décourageant. Là, j'espère que vous serez moins découragé en lisant le cours de chimie, et que ça vous encouragera à vous entraîner, parce que la chimie, c'est une matière qui peut vraiment payer le jour du concours et qui peut vous faire gagner beaucoup de points.